Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a énormément marqué. Il s'agit du livre Les 48 lois du pouvoir. Ce livre est largement connu et apprécié par les personnalités telles que les politiciens, les hommes d'affaires et les célébrités de ce monde. Je dois avouer que je me suis sérieusement interrogé sur le fait de partager ce livre avec vous. Pourquoi? Parce que son contenu explore l'art de la manipulation et certaines de ces lois me semblent en contradiction avec des principes éthiques que je valorise. Par conséquent, je ne vous encourage pas à appliquer ces lois pour manipuler votre entourage, mais plutôt à les utiliser comme un outil de reconnaissance lorsqu'elles sont mises en œuvre contre vous. Dans la suite de cette vidéo, je vais sélectionner quelques lois parmi les 48, celles que je considère bénéfiques pour vous aider à vous protéger lorsque ces stratégies sont utilisées contre vous. Si vous souhaitez lire le livre dans son entièreté, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Personnellement, ma réflexion sur ce livre m'a poussé à examiner de plus près les subtilités des relations interpersonnelles et des jeux de pouvoir. Cela m'a incité à développer ma capacité à identifier des signes de manipulation et à renforcer mes défenses contre de telles influences. Donc, mettez-vous à l'aise et prenez de quoi noter, car nous allons maintenant plonger dans les enseignements de ce livre. Mais tout d'abord, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui paraissent chaque semaine. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, rassurez-vous que vous avez activé la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Loi numéro 1. Ne jamais surpasser son maître. Lorsque vous cherchez à impressionner ceux qui sont au-dessus de vous, ne montrez pas trop vos talents. En évitant de trop mettre en avant vos compétences, vous évitez de susciter l'insécurité chez vos supérieurs qui pourraient chercher des moyens pour vous remplacer. Imaginons la situation où vous, âgé de 23 ans, avez récemment intégré un nouvel emploi dirigé par un chef d'équipe de 40 ans. Après quelques mois, vous réalisez que vos connaissances surpassent celles de votre chef d'équipe et que vous avez des idées judicieuses pour améliorer votre équipe. Dans de telles circonstances, vous ne devez en aucun cas exhiber votre supériorité car les personnes en position de pouvoir n'aiment pas paraître vulnérables. Vos compétences avancées peuvent être perçues comme une menace par votre chef d'équipe. Il est crucial de toujours reconnaître vos limites. Si vous souhaitez mettre en œuvre de telles idées novatrices, faites-le de manière à ce que votre supérieur se sente valorisé intellectuellement, même si vous savez qu'ils ne le sont pas autant que vous. En adoptant cette approche, vous gagnerez leur soutien et ne serez pas considéré comme une menace potentielle. Je suis sûr que si vous prenez une minute pour réfléchir, vous allez vous souvenir d'amis ou de collègues qui n'ont pas respecté cette loi et qui ont rencontré des difficultés. Pensez par exemple à ce camarade de classe super intelligent qui cherchait constamment à montrer ses connaissances, se positionnant comme plus brillant que le professeur mais qui peinait à obtenir de bonnes notes. Cela souligne l'importance de la subtilité et de la diplomatie dans le monde professionnel pour réussir sans susciter de la jalousie ou de l'hostilité. Loi numéro 2. Ne jamais trop faire confiance à ses amis. La maîtrise du pouvoir réside dans la capacité à discerner qui est la personne la mieux qualifiée pour servir vos intérêts et parfois c'est en tirant parti de vos ennemis que vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Dans toutes les situations, gardez vos amis pour l'amitié et travaillez avec les personnes compétentes et qualifiées. Lorsqu'il s'agit de faire des affaires sérieuses, restez toujours loin de vos amis et engagez plutôt d'anciens ennemis. Selon l'auteur du livre, un ennemi peut se révéler plus loyal qu'un ami car il a souvent beaucoup à vous prouver. Il est suggéré de craindre davantage des amis que des ennemis, car ces derniers sont moins susceptibles de vous envier ou de vous trahir, et ils n'imposent pas de limite à votre pouvoir, permettant ainsi de maintenir une distance professionnelle. En plus, les amis ne sont pas toujours francs et il peut être difficile de déchiffrer leurs réelles intentions. Aussi, les gens ont tendance à attribuer leur réussite à leur propre mérite, ce qui peut conduire un ami à négliger les faveurs que vous lui avez accordées. Il peut alors commencer à croire qu'il a tout accompli par lui-même. En somme, gardez à l'esprit que la confiance accordée aux amis peut parfois être source de trahison et de limitation de votre pouvoir, tandis que d'anciens ennemis peuvent se révéler des alliés loyaux et fiables dans la poursuite de vos objectifs. Loi numéro 4. Vous devez toujours dire moins que nécessaire. Plus vous en dites, moins vous semblez impressionnant et maîtrisé, et plus vous avez de la chance de dire quelque chose de stupide. Les gens puissants ont tendance à dire peu de choses et cela les rend impressionnants et intimidants car vous ne pouvez pas deviner ce qu'ils pensent. Surtout lorsqu'il s'agit de négociations et d'entretien, faites toujours attention à vous pour ne pas dire plus que nécessaire car cela commencerait à jouer contre vous. Si vous êtes face à un négociateur expérimenté, vous verrez qu'il ne parle pas beaucoup. Il exprimera brièvement son point de vue pour ensuite rester silencieux, vous incitant ainsi à prendre la parole. Le silence peut être inconfortable mais il joue en faveur des négociateurs forts, mettant l'autre partie mal à l'aise. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà remarqué que lorsque vous discutez avec quelqu'un, il arrive un moment où vous arrêtez tous les deux de parler et où vous ressentez un silence étrange. C'est gênant, n'est-ce pas? Et lorsque cela se produit, vous voulez juste dire quelque chose pour que ce moment gênant disparaisse.
Et parfois, vous dites même quelque chose qui n'est pas en rapport avec le sujet, juste pour tuer le silence et poursuivre la conversation. Et par conséquence, vous pouvez finir par dire quelque chose que vous ne devriez pas ou par révéler trop d'informations et perdre votre pouvoir dans la négociation. En résumé, dans le domaine des négociations et dans la vie en général, moins vous en dites, mieux c'est. Loi numéro 9. Gagnez par vos actions, jamais par vos arguments. Au lieu de chercher à convaincre quelqu'un par des paroles, démontrez toujours votre conviction au travers de vos actes. Une anecdote à ce sujet concerne le célèbre sculpteur et architecte Michel Archange. Alors qu'il travaillait sur une sculpture, le maire arrogant de la ville fit interruption et commenta que le travail était excellent, mais que le nez était trop gros. Michel Archange, conscient de la perfection du nez, comprit que cela ne dépendait que de la perspective du maire. Au lieu de débattre avec lui, Michel Archange se mit à tapoter doucement sur le nez, faisant tomber légèrement de la poussière. Pendant ce processus, il dit au maire, « D'accord, regarde-le maintenant et dis-moi si c'est bon. » Le maire observa et répondit, « Oui, maintenant ça semble bien. » Cette histoire illustre le principe selon lequel chaque argument remporté par des mots durs est souvent éphémère et peut engendrer de la rancœur. Ainsi, la règle à retenir est de gagner les autres à votre cause par vos actions plutôt que par des débats verbaux. Loi numéro 10. Évitez les malheureux et les malchanceux. Savez-vous que les états émotionnels peuvent être aussi contagieux que certaines maladies? S'associer à des individus malheureux peut avoir des conséquences désastreuses sur votre propre bien-être, tout comme vous ne seriez pas immunisé contre une maladie contagieuse. Il est fréquent de penser que venir en aide à quelqu'un en difficulté est une action noble, mais parfois, cela peut accélérer votre propre chute. Les personnes malheureuses ont parfois tendance à attirer le malheur et ce dernier peut également se propager sur ceux qui les entourent. L'argument ici est de favoriser l'association avec des personnes heureuses et chanceuses. Les états émotionnels positifs et les habitudes de succès peuvent être aussi contagieux que des influences négatives. En vous entourant de personnes positives, vous augmentez vos chances de réussite et de bonheur, car vous absorbez des énergies constructives. Ainsi, la loi suggère de choisir soigneusement avec qui vous vous associez, car cela peut avoir un impact significatif sur votre propre destinée. Loi numéro 13. Lorsque vous demandez de l'aide, faites appel à l'intérêt personnel des gens, jamais à leur pitié ou à leur gratitude. Lorsque vous avez besoin d'aide, il est conseillé de ne pas rappeler les services que vous avez eu à faire pour des gens, car cela risque d'être ignoré. Au contraire, focalisez votre demande sur quelque chose de bénéfique pour la personne sollicitée et mettez en avant cet aspect. Cela suscitera une réponse positive, car l'être humain par nature est orienté vers son propre intérêt. On pourrait qualifier cette approche de manipulation, mais considérons cela comme une manière judicieuse de formuler une demande. La réalité est que les individus se posent toujours la question « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Et si la réponse est peu convaincante, ils peuvent être réticents à l'idée de vous aider. Il est particulièrement crucial d'appliquer cette loi lorsque vous sollicitez l'aide de personnes plus expérimentées et plus compétentes que vous. Ces individus valorisent leur temps et ne veulent pas être encombrés de requêtes dénuées de bénéfices mutuels. Avant de les approcher, prenez le temps de vous renseigner sur leurs entreprises, leur vie et identifier comment vous pourriez assister ou résoudre un problème spécifique. Ensuite, proposez votre solution en échange de l'aide que vous attendez d'eux. Loi numéro 28. Vous devez entreprendre avec audace. Si vous n'êtes pas sûr de votre action, ne la faites pas, car vos doutes et vos hésitations affecteront votre exécution. Selon l'auteur, la timidité est dangereuse. Donc si vous devez faire quelque chose, vaut mieux la faire avec audace, car les erreurs que vous commettez par audace sont facilement remplacées par plus d'audace encore. Tout le monde admire les audacieux. Cela me rappelle l'histoire d'une connaissance qui, étant jeune diplômée et sans grande expérience, aspirait à un poste convoité dans une entreprise de technologie. Consciente de son manque de qualification sur le papier, elle décida d'agir avec audace. Lors de l'entretien, au lieu de dissimuler son manque d'expérience, elle exposa honnêtement ses compétences émergentes et sa passion pour l'apprentissage. Elle proposa même de relever des défis concrets pour démontrer sa détermination. Cette audace désarmante impressionna les recruteurs. Plusieurs mois plus tard, elle occupait non seulement le poste convoité, mais elle avait également initié des projets novateurs au sein de l'entreprise. Son exemple témoigne du pouvoir de l'audace dans la réussite professionnelle, prouvant que parfois, c'est en osant sortir des sentiers battus que l'on construit son propre chemin vers le succès. Lorsqu'on prend des initiatives avec confiance, même en face de l'inconnu, cela peut susciter l'admiration et ouvrir des opportunités insoupçonnées. En somme, cette loi encourage à oser avec détermination, car c'est souvent l'audace qui distingue les individus qui parviennent à surmonter des obstacles et à atteindre leurs objectifs. Loi numéro 36. Ignorez les choses que vous ne pouvez pas avoir. En reconnaissant un problème, vous lui donnez une existence. Accorder trop d'attention à un ennemi peut parfois le fortifier, car chaque confrontation, même petite, le met davantage en lumière. Parfois, tenter de réparer une petite erreur peut la rendre plus évidente. L'idée principale ici est que si vous désirez quelque chose mais que vous ne pouvez pas l'avoir, il est préférable de l'ignorer. En manifestant moins d'intérêt, vous projetez une image de supériorité.
Reconnaître vos ennemis, même pour les affronter, vous expose à leur influence, tandis qu'en les ignorant, vous les réduisez au néant. Cela les déstabilise, les irrite, mais en l'absence de relation avec vous, leur pouvoir d'action est limité. En résumé, le pouvoir réside parfois dans l'art de ne pas accorder d'importance à ce qui ne mérite pas votre attention. Loi numéro 40, méprisez le petit déjeuner gratuit. En effet, ce qui est offert gratuitement peut souvent être trompeur. Il est souvent plus judicieux de payer le prix fort car cela vous permet d'éviter les sentiments de gratitude forcée, de culpabilité et de tromperie. En réalité, gratuit est l'un des thèmes les plus coûteux de ce monde. Il est essentiel d'être vigilant à chaque fois que quelque chose vous est proposé gratuitement car cette gratuité cache presque toujours un prix dissimulé. Prenons l'exemple de faire la queue pendant 1 heure pour obtenir un produit à 1 €. Est-ce réellement gratuit? En réalité, vous venez de payer ce produit avec les 1 heure de votre temps. Il est crucial de se demander si vos 1 heure valent réellement ces 1 €. De même, la livraison dite gratuite n'est jamais gratuite. Elle est simplement incluse dans le prix que vous payez. Ainsi, cette loi vous met en garde contre les apparences trompeuses du gratuit et souligne l'importance de rester conscient des coûts cachés derrière ces offres en apparence alléchantes. En optant pour une approche où l'on reconnaît la valeur du temps et de l'argent, on évite les pièges de la fausse gratuité. Loi numéro 41, évitez de vous mettre dans la peau d'un grand homme. Il est difficile de remplacer ou de succéder à un grand homme car les attentes des gens seront très élevées. En effet, si vous succédez à un grand homme ou bien si vous avez un parent célèbre, vous devez accomplir le double de leur réalisation pour les surpasser. Au lieu d'essayer de faire cela, établissez votre propre nom et votre propre identité en changeant de cap. Imaginons un jeune footballeur talentueux dont le père était une légende de football. En signant son premier contrat professionnel, il se retrouve sous l'ombre imposante de son père. Les attentes du public et des médias sont élevées, comparant chaque dribble, chaque but à ceux de son célèbre géniteur. Il se retrouve confronté à un défi immense, car même ses réussites semblent ridicules comparées aux exploits passés de son père. La pression est écrasante, et bien qu'il soit un joueur compétent, il lui est difficile de surpasser la renommée de son père. C'est pourquoi vous constaterez que la plupart des enfants d'anciennes gloires de football ont du mal à percer. Comme autre exemple, disons que vous commencez un nouvel emploi et que vous découvrez que la personne qui occupait ce poste avant vous était l'un des meilleurs employés de l'entreprise. Vous pouvez imaginer à quel point il vous sera difficile de réussir à ce poste, n'est-ce pas? En effet, la personne précédente a déjà fixé des normes et des attentes élevées et les gens attendront la même chose de vous. Si vous voulez réussir à ce poste, vous devez produire le double des résultats de la personne précédente ou alors vous pouvez simplement créer votre propre façon de faire afin que l'on ne vous compare pas à l'employé précédent. Il est très probable que vous ne pourrez pas réaliser la première option en tant que nouveau venu. Le meilleur moyen est donc de créer votre propre voie et de vous distinguer. Mais faites attention lorsque vous faites cela, car le passé comporte souvent des éléments précieux et il serait insensé de tout rejeter pour vous distinguer. Loi numéro 46, ne jamais paraître trop parfait. Les gens détestent absolument voir que vous êtes meilleur qu'eux et cela devient particulièrement dangereux lorsque vous donnez l'impression de ne posséder aucun défaut ni faiblesse. Cultiver une image trop parfaite peut susciter l'envie, créant ainsi des ennemis silencieux. Afficher occasionnellement des défauts permet de détourner cette envie. Dans le jeu de la vie, une minorité réussit, mais cette réussite suscite inévitablement l'envie de ceux qui les entourent. Et c'est souvent dans notre propre cercle, parmi les amis, les connaissances laissées derrière que naissent des sources potentielles d'envie. Prenons l'exemple d'une personne qui semble parfaite et accomplie dans tous les aspects de sa vie. Carrière florissante, relations épanouissantes, santé rayonnante. Bien que ses succès soient admirables, ses amis commencent à ressentir une distance grandissante. La perfection crée inconsciemment des barrières, engendrant des sentiments d'insécurité chez ses amis qui se comparent inévitablement. L'envie s'installe silencieusement, transformant l'admiration initiale de ses amis en une réserve teintée de ressenti. En affichant quelques imperfections de temps en temps, cette personne pourrait instaurer une connexion plus authentique avec ses amis. En montrant ses défis personnels, elle réduit la pression ressentie par son entourage et favorise une atmosphère de compréhension mutuelle. Vous comprenez donc que paraître trop parfaite peut involontairement éloigner des amis. En faisant preuve d'humilité et en montrant que nous aussi nous avons nos défis, nous contribuons à maintenir des relations positives et évitons de susciter l'envie qui est un élément potentiellement destructeur dans la quête du pouvoir. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce que j'ai partagé ici, je vous conseille vivement de lire le livre dans son entièreté. C'est un livre très instructif qui recèle beaucoup de secrets. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.